Donc c'est un sujet qui nous paraissait intéressant à explorer dans le cadre de Convivencia et du cycle de rencontres qu'on a organisé sur les sujets éco-responsables, éco-citoyens, et qui fait particulièrement écho à la table ronde sur l'alimentation d'hier. Donc je vais laisser la parole à Océane pour le CPIE et la démarche Déclic, et à notre invité Laurent du Parc des Alpilles. À vous. Merci, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Océane. Je travaille au CPIE Rhône Pays d'Arles. Donc, le CPIE, c'est le Centre permanent d'initiative pour l'environnement. On est une association qui est labellisée CPIE parmi un réseau de 80 autres CPIE en France. Et donc, nos missions, c'est de faciliter l'action commune et de travailler ensemble autour de projets en faveur de l'environnement et du développement durable. Donc on travaille à la fois avec le grand public, les scolaires, mais aussi on accompagne les collectivités sur différents projets pour permettre de s'adapter en Pays d'Arles au changement climatique et faire de la sensibilisation. Et donc parmi les projets du CPIE, on a lancé une démarche qui s'appelle la démarche Déclic. Donc Déclic, c'est la démarche expérimentale de co-construction pour limiter les impacts du changement climatique. Cette démarche Déclic, elle a été construite en 2020 et elle regroupe plusieurs partenaires qui travaillent ensemble autour de la co-construction d'un projet commun pour s'adapter et réduire les impacts du changement climatique. Parmi les actions qu'on va mener dans la démarche Déclic, il y a notre participation ce soir à Convivencia pour discuter de la problématique de l'eau sur le territoire. Mais il y a eu également d'autres cycles de conférences, la rencontre de plusieurs élus pour mettre en place des projets d'adaptation sur le territoire. Et nouvellement, pour la rentrée 2023-2024, l'accompagnement de communes et d'écoles dans la désimperméabilisation des cours d'école. Donc avec pour l'instant 6 communes du Pays d'Arles qui sont engagées. Et donc là, ce soir, on est là pour parler de l'eau et de comment la situation de la ressource en eau va évoluer sur le territoire. Et donc, nous avons avec nous un invité qui est Laurent Filipozzi du Parc, qui va se présenter et qui va répondre avec nous à différentes questions pour essayer de comprendre comment ça se passe sur le territoire, comment on partage la ressource, qu'est-ce qui se passe quand tout va bien, comment on choisit de prioriser la ressource, et puis aussi comment ça se passe en cas de sécheresse, pourquoi il y a des sécheresses et comment on va s'adapter et évoluer dans un monde qui va changer avec le changement climatique et qui commence déjà puisqu'il fait très chaud. Donc je laisse la parole à Laurent. Donc bonsoir, Laurent Filipozzi, je travaille au Parc naturel régional des Alpilles sur l'eau, l'air, l'énergie et les déchets. Donc voilà, ce soir le CPIE, dans le cadre de Convivencia, m'a demandé de venir vous parler un petit peu du sujet de l'eau. Alors l'eau chez nous, c'est soit on en a trop, soit on n'en a pas assez. On n'est jamais assez content de ce qu'on a, et c'est pas tout à fait anodin cette histoire. C'est parce qu'on est sur un territoire qui est un territoire un peu d'extrême, qui est lié notamment au climat dans lequel on vit, qui est un climat méditerranéen. Donc on va discuter effectivement. Alors on parlera peut-être pas beaucoup du trop d'eau, puisque en ce moment c'est pas trop le thème, on n'est pas trop là-dessus, mais on pourra l'aborder si vous avez des questions. Et on va parler plutôt de problématiques de sécheresse et de comment on s'organise d'une manière générale et comment on peut tous avoir un rôle quand il y a des problématiques de sécheresse qui interviennent. Voilà. On y va ? Allez. Alors pour commencer, on va te poser la question de savoir d'où vient l'eau sur notre territoire. Alors effectivement, quand on veut parler de sécheresse, déjà avant, la première chose, c'est de savoir un petit peu ce qu'on a sur le territoire comme eau. L'eau alors là, on est en Pays d'Arles. Moi, vous avez bien compris, je travaille sur les Alpilles, donc le Pays d'Arles, c'est un peu plus large. Néanmoins, les problématiques sur l'eau se rejoignent. C'est pas propre. Ce que je vais vous dire, c'est pas spécialement propre aux Alpilles. En revanche, j'ai peut-être plus de chiffres sur les Alpilles que sur l'ensemble du Pays d'Arles. L'eau, globalement, sur notre territoire, elle a 2 origines. La première, vous la connaissez tous, c'est plutôt l'eau de pluie qu'on a ici. Et
à peu près, climat méditerranéen, dans les Alpes ou dans le secteur du pays d'Arles, on a à peu près 600 mm d'eau qui tombe dans l'année. 600 mm d'eau, pour vous donner une idée, c'est à peu près 600 litres d'eau qui tombent par mètre carré et par an. Voilà. Quand on cumule tout, de janvier à décembre. La deuxième source qu'on a, pardon, je vous ai dit deux, il y en a trois, pardon. La deuxième source qu'on a, c'est les sources qui sont liées aux grands fleuves qui nous entourent, que sont la Durance et le Rhône, avec des nappes d'accompagnement, c'est-à-dire de l'eau qui accompagne le fleuve de manière souterraine et qui vient nous apporter un petit peu de ressources en eau. Et puis il y en a une troisième qui ne nous est pas propre, qui est extérieure et qu'on doit notamment à un personnage célèbre qui s'appelle Adam de Craponne, qui à un moment donné, dans les années 1500, a été chargé de mettre en place des canaux d'irrigation en prenant l'eau là où elle était, c'est-à-dire dans la Durance, pour l'emmener ensuite sur les territoires où il n'y en avait pas, et notamment la Crau, les Alpilles et le Pays d'Arles plus largement. Voilà. Donc c'est grâce à lui, entre guillemets, qu'aujourd'hui on a de l'eau qui nous vient de l'extérieur, mais finalement dont on est assez dépendant. Voilà. Déjà ça c'est pour dire où en est l'eau. Alors j'en profite aussi pour vous inviter tous à poser des questions si jamais. L'objectif c'est qu'on a un peu un format conférence, mais c'est aussi plutôt une table ronde. Donc si vous avez des questions à ajouter, n'hésitez pas à lever la main. Comme ça on peut interagir tous ensemble et puis c'est plus sympa, plus interactif. Oui. Je voulais juste, en préambule, vous poser la question de quelle est la qualité des eaux du Rhône? Merci. Ouais, bon, c'est pas une question piège, on l'a tout le temps cette question. Après, ça dépend de quoi on parle. Il y a l'eau du Rhône et il y a ses sédiments. Si vous pensez plus au PCB notamment, on est plus dans les sédiments que dans la qualité de l'eau. Après, l'eau du Rhône, elle est suivie. Néanmoins, comme d'habitude, le Rhône, ça reste un collecteur aussi qui récolte toute l'eau des territoires et qui donc accumule un certain nombre de pollutions qu'on a tous générées. Donc voilà. Après, on la boit pas l'eau du Rhône pour le moment. On l'utilise beaucoup en agriculture. Voilà, moi, j'ai pas plus de connaissances que ça sur cette eau du Rhône. Il y a des polémiques aussi sur ces radiations ou pas ces radiations, etc. Bon, moi, j'ai pas assez de connaissances pour vous répondre précisément sur ces éléments-là. Non, oui, voilà. Moi je voulais savoir, les PFAS, donc polluants éternels, qui sont émis du côté de Lyon, où c'est une catastrophe sanitaire annoncée, est-ce qu'on sait, nous, si nous avons des PFAS? Parce qu'on a une alerte sur le Vaucluse au niveau terre agricole, on a une alerte au niveau du fleuve, mais nous sommes mitoyens et on n'a pas de réponse sur les PFAS. Après, au niveau radiation, avec le CPIE, nous avons eu la chance l'année dernière d'avoir la visite donc du bureau d'études qui est placé au bord du Rhône. Là, on sait qu'on a du tritium régulièrement. On sait que donc la chercheuse est là, elle fait ces petites trucs de sédiments. Pardon. Elle fait ces petits sédiments là et c'est étudié sur il y a une vingtaine d'années que le Rhône est analysé au niveau des radiations. Hein, voilà. Donc si on avait un truc très grave, on serait immédiatement averti. Voilà. Merci. Vous voulez dire quelque chose? Elle vous dit de venir à côté d'elle. La question, c'était concerner les polluants éternels, les PFAS, là, qui sont émis du côté de Lyon, et savoir si on a jusque chez nous des résidus de ces PFAS dans les eaux du Rhône ou dans les sédiments. Voilà. Moi je connais pas non plus la qualité des eaux du Rhône, mais il n'y a pas de raison qu'on y échappe à aujourd'hui. Alors, on va recentrer un petit peu. C'est vrai que sur l'eau, il y a énormément de sujets à aborder. Et ce soir, on essaye de se concentrer un petit peu plus sur l'eau que nous utilisons tous les jours, l'eau qu'on utilise au robinet, l'eau des activités humaines qui nous entourent. Et donc, d'abord, on mettait un petit peu cet état des lieux d'où vient l'eau sur notre territoire. Et donc, je vais recentrer un petit peu en te demandant, Laurent, quels sont les facteurs qui peuvent faire varier la quantité de l'eau? Alors, les facteurs qui font varier, il va y en avoir de deux sortes. D'une part, il y a le climat, évidemment, qui, vous imaginez bien, on ne maîtrise pas notre climat. Donc, les précipitations, vous voyez bien que d'une année à l'autre, c'est différent. Donc, évidemment, le climat va être un facteur important. Et puis, il y a un autre point aussi qui est important, c'est notre consommation, finalement, les usages qu'on fait de l'eau. Puisque, en fonction de ce qu'on va consommer, on aura des réserves plus ou moins importantes. Si on a une attitude très consommatrice, on va taper dans nos réserves. Et puis, si on a une attitude plus économe,
on va se prévenir un petit peu des aléas qu'on pourrait avoir qui sont liés au climat, au déficit de pluie, etc. Donc voilà, les variations peuvent être plus ou moins importantes en fonction du comportement qu'on va avoir aussi chacun. Voilà, autant on a zéro influence sur la météo, et je parle de météo, pas de climat, et autant en revanche sur nos consommations, on est tous capables de faire quelque chose et de le faire bien. Super. Donc maintenant qu'on a fait... Ah, on a une question. Voilà. Oui, je voulais demander par rapport à au comportement de l'eau. Alors, je ne sais pas si c'est une question piège ou pas. Si à Arles, il y a quelque chose qui est fait pour ça ou déjà envisagé. Pourrait-on ne pas laver les trottoirs et les rues avec de l'eau potable? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour ça, d'utiliser de l'eau autrement que de l'eau potable? Alors, je ne sais pas vous répondre pour Arles parce que je n'ai pas la connaissance de la commune d'Arles sur ces éléments-là. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont faites pour travailler sur des choses qu'on n'a pas jusque-là utilisées, qui sont faites pourtant en Italie, en Espagne depuis fort longtemps et pas que dans ces pays. C'est la réutilisation des eaux usées traitées. C'est-à-dire qu'en clair, toutes les eaux qu'on passe dans nos maisons, la plupart de l'eau qu'on a dans les maisons, elle fait que passer dans la maison. C'est pas une ressource qu'on conserve. Quand on prend au niveau national, à peu près, on dit qu'un homme consomme environ 150 litres d'eau par jour pour ses besoins. Ça fait beaucoup, et au final, dans ces 150 litres d'eau, quand vous regardez ce que vous consommez vraiment, allez, quand vous en avez pris 2 litres quand vous en avez bu 2 litres, grosso modo, utilisé dans la cuisine, tout le reste, finalement, c'est l'eau que vous utilisez dans la douche, dans les WC, pour le jardin, etc. Donc il y en a une grosse partie, il y a 95% qui repart vers les stations d'épuration. Donc au final, on a pompé, on a traité, on passe dans la maison, et puis on rejette dans une station d'épuration, on la traite plus ou moins bien, et ensuite elle repart dans le milieu naturel. Ben là, en fait, on se dit que cette eau, avant de repartir dans le milieu naturel, si on lui fait encore un dernier petit traitement, on doit pouvoir en faire quelque chose. Et dans les 2 grandes catégories d'usage qu'on a avec cette eau qui peut être traitée, usée traitée, ben, il y en a un, c'est l'agriculture, c'est d'irriguer les champs avec. Mais là, il faut passer la barrière on arrose des produits qu'on va manger avec de l'eau usée. Ça se fait déjà dans plein d'endroits et ça ne tue pas. Et puis la deuxième, ben justement, c'est les usages urbains de l'eau, tels ce que vous dites, le nettoyage des voiries, le lavage des véhicules, etc. Voilà. Mais on n'est pas super en avance en France et il faut beaucoup se battre avec la loi, beaucoup se battre avec les textes pour arriver à mettre en place, prouver qu'on a une innocuité par rapport aux aliments, par rapport à l'environnement, par rapport aux hommes qui les utilisent, etc. Donc voilà, c'est du temps important, mais on y arrive. Alors, dans certaines villes ici, on utilise aussi l'eau du canal plutôt que l'eau de la ville. Plutôt que de l'eau traitée, on utilise de l'eau brute. Donc l'eau du canal, c'est de l'eau brute, elle n'est pas passée dans une station de traitement avant. Elle vient directement de la Durance par des ouvrages, par les canaux d'irrigation. Oui, bonjour Noémie. Juste pour une question qui complète, est-ce que dans les Alpes, vous utilisez l'eau des stations d'épuration Justement, là, on est en train de tester, c'est la communauté de communes de la vallée des Beaux-Alpes qui s'en occupe et qui est en train de mettre en place tout un protocole avec la Chambre d'agriculture pour justement préparer l'utilisation de l'eau des stations d'épuration directement dans l'agriculture et dans l'utilisation urbaine. Voilà. Ça sera, comme je vous ai dit, c'est un temps long puisqu'il faut expérimenter, il faut démontrer qu'on ne fait pas de mal à personne, etc. Donc voilà, c'est comme ça. Bonjour. J'avais une petite idée de faire évoluer les nouvelles constructions ou les nouveaux permis de construire. Si demain j'étais ministre et je disais voilà, toutes les nouvelles constructions ou les nouveaux permis de construire doivent s'équiper d'une citerne, c'est-à-dire plutôt que d'être monté sur un vide sanitaire, on est monté sur une citerne pour être un petit peu autonome en eau ou en tout cas la capter depuis les toits. Quels seraient les enjeux ou les limitations légales aujourd'hui? Est-ce que ça serait facile à mettre en place à votre avis? Alors, si c'était fait à grande échelle et par la loi, en fait, il y a un moment donné, c'est aussi qu'on va capter l'eau, comme vous dites, et on la détourne à un moment donné aussi, l'eau. Donc, l'eau de pluie, elle sert. C'est pas parce qu'on a mis une maison que l'eau qui tombe à cet endroit, elle ne doit pas tomber. C'est nous qui avons imperméabilisé. Donc, finalement, on va quand même détourner l'eau. On a le droit de récupérer l'eau de pluie aujourd'hui, hein, c'est pas interdit. Si demain vous voulez construire votre maison et votre vide sanitaire en faire une citerne, vous avez le droit de le faire. C'est pas un problème. En revanche, c'est vrai qu'il faut. L'eau, c'est toujours une question de choix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si on la capte à un endroit, on ne l'aura pas à un autre.
Là, aujourd'hui, avec le CPIE, on travaille sur la désimperméabilisation des cours d'école. La désimperméabilisation, c'est, on a construit pendant 40 ans, 50 ans, tout un tas d'ensembles, et on vit tous les jours dedans, des villes, etc., dans lesquelles il faut toujours que ce soit propre, que ce soit bien rangé, que ce soit nickel, etc. Et pour ça, il y a un bon truc, c'est le goudron, c'est super chouette. Sauf qu'on s'aperçoit aussi que, du coup, en gérant l'eau comme ça, on est obligé de la gérer dans des égouts, ensuite de la récolter dans des bassins de rétention, et puis quand il pleut fort, de gérer des inondations. Là, on en est plus maintenant à se dire que l'eau, on va la gérer à l'endroit où elle tombe, et du coup, il faut qu'on fasse une petite marche arrière. Le travail qu'on a fait d'imperméabilisation, maintenant, il faut tout défaire, et puis il faut gérer l'eau à cet endroit. Pour la maison, ça sera un petit peu pareil. Je pense qu'il faut en prendre une partie par rapport à ce qu'on a besoin. C'est pas forcément généralisé, mais en laisser aussi qui va s'infiltrer, qui va venir recharger les nappes. Quand je disais au début qu'on a 3 sources d'eau et que notamment on a l'eau de pluie, cette eau de pluie, c'est elle qui va venir renforcer les nappes, qui va les recharger. Et c'est dans ces nappes qu'on tape pour nous donner l'eau potable tous les jours de nos robinets. Donc si chacun capte à son endroit l'eau qui tombe, alors bien entendu, il y a des tas d'espaces. On est dans les Alpes, je crois qu'on est à 5 ou 6% des terres qui sont urbanisées par rapport au territoire. Donc ça veut dire qu'il y en a aussi 94% qui ne sont pas urbanisés. Donc il y a de l'eau qui tombe là. Mais l'eau qu'on capte en ville, mine de rien, on la détourne. Voilà. Donc ça peut poser des problèmes. Néanmoins, ce n'est pas interdit de prendre un peu d'eau de citerne, mais il faut aussi le mesurer par rapport à son besoin. Voilà. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il va falloir faire le compromis entre récupérer l'eau et le besoin qu'on en a. Oui, je voudrais revenir un poil en arrière, c'est-à-dire sur l'utilisation de l'eau non potable. Tu as dit, ça c'est des temps longs, est-ce qu'on a le temps d'attendre? C'est ça, parce que si on a l'impression que dans la mesure où parfois il n'y a pas d'investissement suffisamment important au niveau des pouvoirs publics, globalement, oui, il y a des temps longs, mais au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on a le temps d'attendre? Est-ce que ce n'est pas des urgences que lorsqu'on va quand on va aux toilettes et quand on tire la chaise, ce n'est pas de l'eau potable et sur plein d'autres choses et tout ça, est-ce qu'on n'est pas en situation d'urgence et comment faire pour pousser, je veux dire, pour aller plus vite avant qu'il ne soit trop tard? Alors, situation d'urgence, moi je l'étendrai à plus qu'à l'eau finalement. On est sur une situation d'urgence au niveau du climat. Alors, on le voit bien, on continue de consommer comme on consommait avant, on continue de rouler comme on roulait avant, etc. Donc la situation d'urgence, elle est climatique d'abord, et puis elle se répercute ensuite sur une ressource comme celle de l'eau. Après, on voit bien que l'État fait quand même des coûts. Là, par exemple, il y a une loi qui sort sur l'accélération des énergies renouvelables. Les communes, dans 6 mois, elles doivent donner des zones d'accélération. Clairement, on n'a plus à attendre. Il faut y aller. Mais on voit aussi que ce type de mesures, ça rencontre plein de freins, etc. Et par ailleurs, on sent surtout qu'on attend beaucoup finalement des pouvoirs publics. Et néanmoins, il y a quand même une chose qui est assez simple, qui est qu'on a tous la maîtrise dans nos mains de ce qu'on veut faire. Si chacun se prend un petit peu en main, ça ira beaucoup plus vite que d'attendre que l'État fasse des lois. Voilà. Donc il y a une partie quand même, il y a une partie à faire. Nous, tous les jours, on travaille sur la concertation citoyenne. Franchement, pour faire venir des gens, pour discuter du sujet de l'eau, je parle de personnes lambda, pas forcément dans une association, etc. Des gens qui pourraient s'intéresser au sujet de l'eau, c'est très très compliqué. C'est très compliqué. Donc voilà, après, sur l'eau, et comme sur d'autres sujets aussi, on a longtemps eu l'habitude de confier les clés de la voiture à la commune, à l'État, au département. Et puis pour l'instant, on est passager. Et puis on est content finalement d'avoir à se préoccuper de nos problèmes et puis de laisser aux autres ça. Donc voilà, il y a aussi un virage à prendre dans les mentalités. Et ce virage, il est lui aussi assez long, même si on est dans une situation d'urgence. Oui, bonjour. Je voudrais poser une question liée à la montée des eaux de mer. Qu'en pensez-vous par rapport à la désalinisation avec un système solaire, donc d'utiliser le photovoltaïque ou des systèmes naturels pour pouvoir endiguer la montée des eaux et s'en servir, désaliniser. Elle est hydrovore. C'est-à-dire que il faut beaucoup d'eau aussi pour pouvoir la désaliniser. Mais avec le photovoltaïque, peut-être. Ouais. En fait, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait trop besoin encore d'aller désaliniser l'eau, comme le fait Barcelone, qui a eu une gestion, à mon avis, de l'eau qui n'est pas forcément à la hauteur des enjeux du territoire. Et aujourd'hui, ils sont dans des solutions extrêmes. Effectivement, c'est très énergivore de désaliniser l'eau.
Et puis mettre du photovoltaïque pour désaliniser de l'eau, à l'heure où on cherche à développer des énergies renouvelables pour décarboner notre consommation d'énergie, est-ce que la priorité elle est là? Moi aujourd'hui, j'ai pas cette sensation. Après, c'est mon avis. Hein, voilà. Moi, je ne serai pas sur ce travail de désalinisation. Vous ne me faites pas un cadeau avec ce mot. Voilà. Moi, je pense qu'on a d'autres choses à faire avant ça et qu'on a d'autres choses à faire avec les énergies renouvelables que de s'attaquer à ce problème. On peut faire certainement pas mal d'économies encore avant d'aller taper dans l'eau de mer. Oui, alors je voudrais juste enchaîner sur... Vous parliez tout à l'heure de l'eau qui tombait du ciel et qui allait normalement, effectivement... vous parliez de l'eau du ciel qui allait normalement, effectivement, permettre de renforcer les nappes phréatiques. Ou on peut y faire des citernes à la maison aussi pour récupérer l'eau, on détournait. Et que penser de toutes ces grandes réserves d'eau là qu'on retrouve sur la route de Tarascon, sur la route, etc., qui sont, ou Bellegarde, enfin il y en a partout. Dans une région aussi chaude, l'eau ne traverse plus le sol, puisque c'est... Et en même temps, vous avez l'évaporation. Elle n'est pas recouverte, toutes ces grandes réserves, entre guillemets, d'eau. Ça ne sert absolument à rien qu'à détourner l'eau définitivement, effectivement, et les terrains aux côtés n'en bénéficient pas. Voilà. Moi, je suis révoltée par ce genre de citernes. Voilà. Surtout dans d'autres régions. Oui, les bassines, hein, c'est le sujet des fameuses bassines. Bon, voilà, c'est un sujet polémique, effectivement. L'évaporation, c'est pas quelque chose qui est anodin chez nous, effectivement. Donc, très certainement, on comprend les besoins des agriculteurs. Après, c'est vrai que l'agriculture s'est beaucoup adaptée. Ils ont beaucoup fait d'économies d'eau aussi sur le travail qu'ils réalisent tous les jours. On n'a encore pas tous les agriculteurs vertueux, mais il y en a quand même beaucoup. Moi, je travaille avec pas mal quand même. Je m'aperçois quand même, les agriculteurs, c'est une préoccupation. L'agriculture, ici, c'est le premier consommateur d'eau dans le coin. Et donc, ils savent très bien que ces enjeux sur l'eau, c'est leur enjeu de demain. Ils savent bien. Aujourd'hui, moi, quand je suis arrivé au parc, on parlait des cultures sèches, qui étaient un peu le mode traditionnel de culture, l'olivier, la vigne, etc. Bon, c'était il y a un peu plus de 20 ans. Et maintenant, on n'achète plus une terre dans les Alpes sans qu'il y ait un système d'irrigation avec. Pour de la vigne et pour de l'olivier. Tu m'entends pas? Ah, c'est mieux comme ça. Je dis, on n'achète plus une terre sans qu'il y ait un système d'irrigation avec. Donc maintenant, les cultures au sec, ça fait plus vivre un agriculteur parce qu'il y a trop de contraintes climatiques sur les cultures et qu'ils ont nécessairement besoin d'eau. Donc, eux sont super attentifs à cette ressource. Donc, il y en a peut-être qui font n'importe quoi, mais il y en a aussi qui font beaucoup de choses intéressantes et c'est les premiers à essayer d'innover dans ces domaines. Oui, je voulais revenir sur l'intervention de Jean et sur votre réponse. Quand vous dites il faut que nous aussi, à notre niveau, on voit ce qu'on peut faire. Je peux témoigner de ce que je fais depuis 2 ans. Peut-être qu'il y a plein de gens qui font pareil ici, je l'espère. C'est que lorsque je prends ma douche et que j'attends que l'eau chaude arrive, je mets le seau. Et je garde le seau même pendant la douche, puisque de toute façon, il y aura de l'eau savonneuse dedans. Ah oui, c'est un peu roots, hein, bon voilà. Mais après, cette eau-là, elle ira dans mes WC. Voilà. Alors, je n'ai pas de plantes, mais ça pourrait être. Deuxième chose. Moi, à la maison, j'arrose les plantes. Voilà. Avec même de l'eau, à ce moment-là, il faut que ce soit peut-être avec du savon de Marseille. Deuxième chose, j'ai remarqué que lorsque mon chauffe-eau chauffe, alors c'est vrai que j'ai une évacuation de l'eau, je ne sais pas quoi là, le trop-plein. Alors, moi, ça tombe dans un évier. Maintenant, je mets une bassine. Et là, en 3 jours, j'ai eu plus d'une demi-bassine d'eau qui autrement partirait dans les tuyaux. Donc, je récupère et je remets ça, comme c'est de l'eau propre, je la mets directement dans la chasse d'eau. Bon. C'est un peu roots, mais ça ne fait rien. Mais par contre, j'ai entendu à la radio une émission là-dessus qui disait que c'était pas bon de faire ça, de récupérer en deuxième intention comme ça de l'eau, parce que ça faisait moins d'eau qui partait dans les centres d'épuration, et de ce fait, moins d'eau à traiter, moins d'eau sur le marché, moins. Alors moi, je ne sais plus quoi faire là. Est-ce que je laisse couler mon eau froide? Non mais, alors ce que vous dites, c'est logique. Une station d'épuration, elle est dimensionnée pour fonctionner pour un volume, entre guillemets. Et quand le volume il est inférieur à ce pourquoi la station elle est dimensionnée, elle fonctionne moins bien. Elle épure moins bien. Donc c'est pour ce qu'on vous dit. Maintenant, à aujourd'hui, les stations d'épuration, elles sont toujours dimensionnées sur des usages classiques, pas ce que vous faites, autrement dit. Avant que votre usage et le mien fassent qu'on mette en défaut les stations d'épuration, on a un peu de temps. Moi, je le fais.
Voilà. Oui. Avec le seau et des bouteilles. Parce qu'après, c'est dur de transporter le seau, il est trop lourd. À un niveau plus global, est-ce que vous pensez que c'est possible de conjuguer agriculture productiviste à grande échelle, voilà, avec les problèmes d'eau dont on parle voilà. Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer sur ce modèle agricole-là au sens large, quoi? Si on prend des exemples sur l'hydroponie, par exemple, ou des choses, ou l'aquaponie, en fait, on s'aperçoit qu'ils utilisent vraiment un minimum d'eau, quoi. Si on devait comparer ça à de l'irrigation gravitaire comme on fait dans les oliviers, l'irrigation gravitaire est nettement plus consommatrice d'eau. En revanche, on ne rend pas le même service. Voilà. Une irrigation gravitaire, on l'a vu par exemple sur le foin de Cros, qui est bien connu ici. Il y a des études qui montrent que 70% de l'eau qui est donnée en irrigation, elle repart recharger la nappe. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que la nappe, elle peut alimenter les 270 000 habitants qui vivent dessus. S'il n'y avait pas l'irrigation gravitaire sur le foin de Cros, on ne pourrait pas vivre dans la Cros avec l'eau du ciel. Ça ne serait pas suffisant. Donc l'agriculture productiviste, quand elle est modernisée au point qu'on connaît tous, avec les serres, etc., et hors sol, c'est une agriculture qui ne consomme pas tant d'eau que ça. Donc c'est peut-être pas le bon angle pour taper sur cette agriculture, quoi. Ouais, non, voilà. Donc moi je voulais revenir sur la nappe phréatique de Cros. Oui. Donc non seulement c'est 300 000 habitants qui bénéficient de l'eau potable due à l'arrosage gravitaire. Ah oui, ça y est, je m'entends. Dû à l'arrosage gravitaire des foins de Cros. Ce sont également deux centres, je vais trouver le mot, vous avez Istres, les bases militaires, vous avez deux centres militaires, donc vous avez Istres et Salon qui bénéficient de cette eau-là également. Et puis vous avez également toute la zone industrielle de Fos qui bénéficie de cette eau. Donc en fait, il n'y a pas que de l'eau potable, mais il y a également de l'eau pour d'autres. Il y a de l'eau industrielle, voilà. Et donc je voulais revenir sur le sujet qui me touche à cœur, c'est-à-dire qu'on voit arriver de la bétonisation sur les prairies de foin de Cros. On sait qu'à Arles, on a envie de bétonner entre Arles et Saint-Martin-de-Croix. On veut mettre des lotissements partout. On veut tout artificialiser, on veut tout bétonner. Sauf que bon, on va détruire notre ressource en eau. Et moi, je voudrais tirer la sonnette d'alarme. Il faut cesser de gaspiller du terrain agricole et du foin de Cros principalement. Sauver nos prairies de foin. Et moi, je demande l'artificialisation des prairies de foin de Cros pour sauver notre ressource en eau potable. Nous sommes tous liés. Et ça, je le demande et je vois que c'est écrit. Donc, tu le mets dans ton truc et tu le notes que la maire Chiesa, elle n'est pas contente. Elle demande pas de béton, pas de goudron sur toutes les parties de prairies de foin de Cros. Nous avons des élus précédents qui se sont battus sur Moulès, qui ont fait capoter les lotissements. On a des lotissements qui arrivent sur Pont de Cros. On voit arriver la cascade. Donc, préservons en urgence notre ressource en eau potable. C'est notre seule source d'alimentation en eau. Le Rhône, on ne peut plus l'utiliser, c'est terminé. On l'a fait, on n'y reviendra plus. Donc, nous avons une ressource rare, l'eau est propre puisqu'elle arrive de la Durance. Il n'y a pas d'usine au-dessus, à part Saint-Auban, mais qui ne touche pas vraiment cette eau-là. On a une eau de qualité. Donc, s'il vous plaît, écoutez-moi, battons-nous tous pour sanctuariser les foins de Cros. Parce que sans ça, on ne nous restera plus que les cailloux de Cros à sucer et les yeux pour pleurer. Merci de m'avoir écouté. Sophie, moi je voulais faire un petit rappel aussi sur l'agriculture. On a parlé d'aquaponie, on a parlé de serre, on a parlé d'olivier, tu viens d'en parler. Donc ça, c'est des choses que nous mangeons. Mais par contre, il y a plein de champs qui servent pour fabriquer des tourteaux pour les animaux. Il faut également manger moins carné, parce qu'il faut garder l'eau, la ressource en eau, pour manger des légumineuses, voilà, et les légumes et tout. Et pas fabriquer des tourteaux pour les animaux. Changez vos pratiques alimentaires. D'autres questions? Alors la qualité, elle est bonne. Vous avez des analyses qui sont faites tous les mois. Vous avez, quand vous recevez votre facture d'eau, ACCM vous envoie aussi les analyses qui sont faites. Ils recherchent je ne sais pas combien de polluants à l'intérieur, les pesticides, etc. On a une eau qui est plutôt de bonne qualité. En revanche, on a aussi une eau qui est très vulnérable, puisque la nappe, elle est très basse, elle est très proche de la surface, pardon. Elle est à 10 mètres, 5 mètres. Des fois, quand il y a les foins, quand il y a l'irrigation, elle est à -1, -2 mètres l'eau. Vous creusez pas très profond, vous avez de suite l'eau. Si quand on creuse pas profond, on a très vite l'eau, ça veut aussi dire que si on renverse quelque chose de polluant, ça va très vite dans la nappe. Voilà. Donc ça aussi, ça pose aussi la question des forages derrière, de leur vulnérabilité. Il y a déjà eu un accident c'était sur
Saint-Hippolyte, où il y a eu une cuve de fioul qui a fui sur le truc télécom là, qui a privé les habitants d'Arles d'eau. Il a fallu mettre en place des forages en urgence, tout un tas de procédures pour arriver à pomper l'eau, enlever les... Voilà. Donc on a des nappes qui sont très vulnérables, il faut vraiment les protéger, faire très attention par les usages qu'on a, et notamment faire attention au forage. On a l'habitude de faire beaucoup de forage. Dès qu'on a une maison, on fait un forage, etc. Un forage, c'est à chaque fois, c'est un regard sur la nappe et donc une source potentielle de pollution. Voilà. Il faut faire très attention à ça. On a une eau qui est plutôt de bonne qualité. Elle est un peu filtrée par le sol. Elle vient de la Durance, qui est plus ou moins propre. Hein. Alors on parle beaucoup du Rhône, mais on parle moins de la Durance. Mais la Durance, c'est pas non plus tout ce qui monte sur le lait. Hein. Attention, il y a aussi des pollutions dedans, etc. Néanmoins, c'est très surveillé, c'est très suivi. Et pour l'agriculture, en tout cas, on arrive à avoir une eau qui est d'assez bonne qualité. Quand elle va en plus filtrer par nos sols au fur et à mesure, elle arrive jusqu'à nous par nos stations de potabilisation avec une très bonne qualité dans les réseaux. Super. Bon, du coup, maintenant qu'on a un petit peu redéfini tous les usages, les différents enjeux liés à l'eau, le fait qu'on ait l'eau du Rhône, on a aussi l'eau de la nappe phréatique, on a cet enjeu du changement climatique qui fait qu'on a une baisse des précipitations, mais on a quand même une augmentation des usages de l'eau. Il faut faire attention aux polluants. Maintenant, on va ajouter cette facette d'arrêté sécheresse et de crise sur la ressource en eau et essayer de comprendre un petit peu comment l'eau est partagée, qu'est-ce qui se passe en cas de sécheresse, pourquoi on n'a pas assez d'eau, qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer de s'adapter en cas de sécheresse et si ça ne suffit pas, jusqu'où est-ce que ça peut aller cette crise sur la ressource en eau. Et donc, on va essayer de répondre aussi un peu à ces questions avec Laurent. En commençant, par exemple, alors, donc, qu'est-ce qui se passe en cas de crise sur la ressource? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus d'eau? Alors, déjà, au niveau de l'eau, on n'arrive pas en crise du jour au lendemain. Hein, c'est pas un processus, pas comme une inondation où on n'a pas d'eau, on prend un gros orage comme ça arrive chez nous, et puis en 2 heures, on a 200 mm d'eau et les villages sont inondés. La sécheresse, chez nous, ça, vous l'avez compris, hein, ça arrive parce que pendant plusieurs mois, il n'a pas plu, parce qu'il y a eu du Mistral, parce qu'on a consommé beaucoup d'eau, etc. Donc la crise, entre guillemets, on la voit arriver. Et donc, il y a un mécanisme qui existe. Hein, l'État est chargé aussi de ce travail. Et il y a un comité ressources en eau qui existe et qui rassemble différents acteurs qui ont des connaissances sur l'eau et qui analysent les eaux souterraines, les eaux de surface. Ça se fait par département, hein, c'est sous contrôle du préfet. Et puis on analyse en fait les situations des cours d'eau, des précipitations, de la chaleur, etc. Et en fonction de ça, on arrive à estimer si y a des niveaux plus ou moins importants de risque d'aller vers une sécheresse qui se profile ou une situation plus ou moins tendue sur la ressource en eau. Voilà. Donc on va aller tout doucement, on va tout doucement se diriger vers une situation de crise. Et donc, comme on voit arriver, entre guillemets, ou du moins on essaye de prévoir ce qui va se passer, ben on a le temps de prendre un certain nombre de mesures qui sont dictées et qui sont ensuite partagées avec les différents acteurs qui participent à ce comité territorial de l'eau. Et puis ensuite, le préfet prend la responsabilité d'intégrer ça dans un arrêté qu'on appelle un arrêté sécheresse, dans lequel finalement il va dire bon ben voilà, étant donné les précipitations, étant donné le niveau des eaux dans les rivières, etc., étant donné le niveau de sécheresse des sols, la météo prévue, le taux d'enneigement dans les Alpes, etc., ben, là on se dirige vers un point, on va se positionner à un point de vigilance ou un point d'alerte ou un point d'alerte renforcé ou alors le dernier stade ultime qui est celui de crise. Voilà. Et c'est dans ces cas-là qu'ensuite en fonction de ça, eh ben, nécessairement on va mettre en place des mesures qui vont permettre de ne pas arriver jusqu'au point où on n'a plus d'eau au robinet. Ça, c'est vraiment le stade ultime. Si on n'a plus d'eau au robinet, c'est que la situation est très tendue. Hein. Ça ne se passera pas bien. Ça se passera pas bien. Surtout que le robinet, c'est la dernière chose qu'on coupe. Hein. L'habitant, il est prioritaire sur tous les autres usages. Donc, voilà. Est-ce que vous connaissez les 4 usages qu'il y a de l'eau, globalement? Parce qu'on a dit, on en a parlé d'un petit peu, mais il y en a un qu'on a oublié là. Donc, on a parlé de l'agriculture, l'électricité. Bon, je le mets dans l'agriculture parce que ça va ensemble. C'est les mêmes canaux. Oui, mais c'est l'agriculture aussi. Je les mets dans le même. Mais enfin, en tout cas, on utilise l'eau pour l'agriculture et l'énergie, on est d'accord. Ensuite, et on peut la mettre dans une autre, on en a parlé aussi, c'est l'industrie. Donc ça, c'est le deuxième usage. On a parlé d'un troisième. Voilà, domestique. Donc nous, hein, finalement, notre usage. Et le quatrième. Alors le tourisme, c'est plutôt industrie, économie. La pêche, sympa, je pêche aussi, mais non, ça sera un usage de loisir, on va le mettre dans l'économie. L'agriculture, on l'a déjà dit. Allez, s'il y en a un qui trouve, je lui paye un verre d'eau. Énergie, on l'a dit, c'est industrie. Piscine, c'est bien, c'est loisir, c'est au domestique, on va le mettre là-dedans.
Alors? Putain, il n'y en a pas un là. Hein. Ah là là. Alors si c'est vous qui me payez un verre d'eau, je vais avoir du mal à digérer. Alors. Oh. Qu'est-ce qui se passe là? Il n'y en a pas un qui a pensé au patrimoine naturel. Pas un. Alors? Bon, j'arrête moi. Non, c'est quand même le premier usage de l'eau qu'on a. Et si on n'a pas assez d'eau dans nos milieux naturels, les milieux naturels, c'est quoi? Non. Mais on le considère comme un usage dans la répartition des besoins en eau. Service écosystémique. C'est considéré comme un besoin, disons, plutôt. Non, je me permets la remarque parce que du point de vue du rapport qu'on a à l'eau, c'est fondamentalement différent. Je pense que si on ne perçoit l'eau qu'à travers des usages, c'est qu'on a un vrai problème avec notre rapport à la nature. En tout cas, la nature, elle existe, elle est ce qu'elle est, elle nous nourrit, elle nourrit la planète, et si on la réduit à la question des usages, je trouve ça dramatique. Parce qu'on est dans un anthropocentrisme qui est dévastateur depuis des générations. Ouais. Et donc, intégrer la biodiversité dans un usage de l'eau, je trouve ça catastrophique comme façon d'approcher le problème. Ben, c'est peut-être catastrophique. On a à la préserver parce qu'elle nous est indispensable, comme à toute la vie, à tous les êtres humains. Ouais. Mais c'est au mieux un service, parce que là, ça a des implications sur l'idée que notre rapport à la nature, c'est un rapport de maîtrise au monde et que la nature nous rend des services, ce qui n'est pas forcément toujours bien vu. Et percevoir la nature comme quelque chose, la notion de service écosystémique pose plein de problèmes philosophiques. Non, je ne suis pas du tout d'accord pour ranger la biodiversité dans la fonction usage de l'eau. Pas du tout. Alors, vous avez le droit de ne pas être d'accord, néanmoins, jusqu'à présent, jusqu'à la directive 4 sur l'eau, la nature n'était pas du tout considérée dans les besoins en eau. Ce qui fait qu'en fait, on considérait l'industrie, l'agriculture et les usages humains. Et tout le reste, dans la répartition de la ressource en eau, ça n'avait pas d'importance. Et ça a une importance fondamentale d'avoir mis 4e besoin en eau, c'est que du coup, maintenant, dans la loi, on considère les débits réservés des rivières, etc., ce qui n'était pas le cas. Donc, vous avez raison, philosophiquement, déontologiquement parlant, on peut discuter longtemps sur ça. Néanmoins, aujourd'hui, on a quand même cette garantie, à travers la loi, de reconnaître que la nature, elle a besoin d'eau et qu'elle ne doit pas passer la dernière roue du carrosse. Et si, jusqu'à présent, c'était le cas. Donc, je suis d'accord avec vous, on peut discuter longtemps, mais au moins, aujourd'hui, cet usage-là, ce besoin-là, il est sanctuarisé par le législateur. Ah, c'est pas la même chose, on est d'accord. On est d'accord. Donc je finis ce que je disais, du coup, cette biodiversité là qu'on essaye de conserver, c'est notre tampon, notre absorbeur de choc du changement climatique. Si on a des milieux naturels qui sont en mauvais état, on ne sera pas capable, nous, de supporter les effets du changement climatique. Et à l'intérieur, justement, il y a cette évolution de comment les milieux vont se passer d'eau ou comment ils ne vont pas se passer d'eau. Et on le voit notamment sur des fleuves comme la Durance ou quoi que ce soit. Vous avez parlé de l'électricité, l'hydroélectricité qui est gérée par EDF. Bah, jusqu'à un certain temps, le débit de la Durance, s'il fallait d'abord passer de l'hydroélectricité à la place du débit de la Durance, eh ben, c'est la Durance qui souffrait et pas nous qui souffrions de manque d'électricité. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on donne un débit minimum à la Durance. Ce n'est pas satisfaisant, moi je suis le premier à le dire. Néanmoins, ils doivent respecter ça. Voilà. Voilà. Et ça nous permet quand même d'utiliser, de donner cette possibilité au milieu de recevoir l'eau qu'on lui doit. Enfin, c'est naturel. C'est ce qu'on fait, c'est par contre, on lui prélève cette eau, on lui enlève. Et on n'a pas forcément le droit de faire ça comme il faut. Du coup, entre ces 4 aspects, en cas de stress hydrique, est-ce qu'il y a de la priorisation de tel ou tel usage, ou est-ce que ça se passe en termes de pourcentage attribué à l'agriculture, comment ça se passe? Alors, et qui décide ces quantités? Alors déjà, il y a des organisations qui existent, et notamment quand on prélève l'eau sur la Durance, il y a la commission exécutive Durance qui rassemble en fait des agriculteurs, rassemble un peu les gestionnaires de l'eau finalement, et de ces personnes qui vont avoir des droits de prélèvement d'eau sur la Durance pour notamment irriguer l'agriculture. Et là, c'est eux qui vont rentrer dans des protocoles de gestion de crise et qui vont définir des pourcentages. Et d'ailleurs, les agriculteurs ont subi l'année dernière, et alors cette année pour l'instant ça se passe bien, mais en fait ils subissent des baisses de dotation, c'est-à-dire qu'un canal, alors je vous dis un chiffre, hein, il doit transiter 100 litres d'eau à la seconde par exemple, ben en période de crise on va peut-être lui enlever d'abord 30%, donc il va pouvoir transiter que 70 litres d'eau. Et ça, les agriculteurs ils vont devoir s'adapter à ça, et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile d'avoir des agriculteurs qui vont arriver à faire
pareil avec 70 litres qu'avec 100 litres. Parce que selon les types de culture, s'ils n'ont pas leurs 100 litres, ben en fait la culture, elle périclite. Voilà. Le foin de Cros, par exemple, il y a des coupes qui ont été perdues l'année dernière parce que ben, ils n'arrivaient pas à avoir la dotation nécessaire à l'irrigation du champ. Donc ben, ils ont choisi de ne pas arrêter. D'ailleurs, l'année dernière, du foin de Cros, il y a eu pendant l'été un arrêt volontaire de l'irrigation parce qu'ils savaient que de toute façon, ils n'avaient pas assez d'eau pour générer la coupe et que de toute façon, s'ils en mettaient, ils ne sauvaient pas leur coupe et ils gaspillaient de l'eau. Donc ils ont dit, bah, quitte à pas avoir la coupe, on arrête. En revanche, il y a un effet un peu... le deuxième effet qui se coule, mais qui n'est pas cool du tout, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que le foin de Cros, dans sa façon d'irriguer, rechargeait la nappe. Et à partir du moment où le foin de Cros n'irrigue plus, la nappe n'est pas rechargée. Ça veut dire que la nappe, en fait, tout doucement, elle s'est retrouvée en situation de déficit aussi. Et qui dit déficit, dit aussi déficit sur les forages, déficit, etc. Et déficit sur les hydrosystèmes aussi, qui sont en bordure, et notamment les hydrosystèmes qui sont sur la partie sud-ouest de la Cros, qui sont au contact du biseau salé de la mer. Puisqu'au fur et à mesure qu'il n'y a plus de pression d'eau douce sur le biseau salé, lui, remonte dans les terres, et une terre qui a été salinisée, elle devient inculte. Voilà. Donc il y a des enjeux forts à gérer les niveaux d'eau. Pour l'eau potable, alors les enjeux prioritaires, c'est l'eau potable. Quoi qu'il en soit, ça sera toujours l'homme qui sera prioritaire. Et ensuite, effectivement, dans les restrictions, alors je vous ai fait là, je vous ai mené un petit papier, si vous voulez, vous le ferez tourner, vous le ferez passer. C'est une petite, on a essayé une petite simplification de l'arrêté sécheresse à destination du particulier. Et vous voyez au dos, en fait, qu'il y a des niveaux de restriction en fonction du seuil dans lequel on est. Les seuils, ils vont, je vous ai dit, de vigilance. C'est ce qu'on est actuellement ici, là, sur le Pays d'Arles. On est en vigilance, puisqu'il n'y a pas eu une situation encore tout à fait catastrophique. En revanche, il y a des endroits dans les Bouches-du-Rhône, comme l'Arc, comme la Touloubre ou comme l'Uvonne, dans lesquels les niveaux d'eau sont tellement bas qu'on va passer en alerte, voire en alerte renforcée sur ces cours d'eau. Et donc, si vous tournez le petit truc, le petit prospectus, vous voyez en fait des niveaux au fur et à mesure de restrictions qui s'appliquent au fur et à mesure qu'on avance. Alors là, on est pour le particulier, ça va concerner le jardin, ça va concerner la piscine, ça va concerner le lavage des voitures, etc. Mais ce qu'il faut surtout bien noter, c'est qu'au fur et à mesure qu'on descend dans la gravité de la crise, au fur et à mesure, les restrictions, c'est pas la restriction du haut concerne que le haut, celle du milieu que le milieu. C'est les restrictions, elles s'additionnent. Plus ça va et plus on est restreint dans notre usage de l'eau. De manière à éviter d'arriver à cette situation de crise, de ne pas connaître le fait de devoir fermer le robinet parce qu'on n'a plus d'eau dans les réserves. Vigilance. Sur Arles, le niveau d'alerte, entre guillemets, il est en vigilance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il vous faut faire attention aux usages que vous avez de l'eau. Vous ne lavez pas trop votre voiture, vous ne remplissez pas votre piscine, vous ne gaspillez pas votre eau, etc. C'est des mesures là, de prévention. En fait, on me dit mesures de prévention. C'est des mesures de bon sens d'abord. On n'est pas... théoriquement, on ne devrait pas attendre d'être en vigilance pour se dire qu'il faut qu'on fasse attention à l'eau. Logiquement, personne ne devrait avoir besoin de nous le dire. Pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction. L'année dernière, on est arrivé à des niveaux qui étaient un peu plus drastiques. L'agriculture a été fortement restreinte. On va vous passer la parole. L'agriculture a été restreinte. Les usages de l'eau pour le particulier ont été restreints. Les enjeux économiques priment encore aussi beaucoup sur les usages de l'eau. Il y a encore des analyses particulières par rapport à certains usages économiques. Mais c'est important d'être capable de mettre des limites justement à quel niveau de pression on peut exercer sur la ressource en eau. Oui, bonjour. J'aimerais en fait partager un point de vue qui a un axe de travail qui rejoint le point de vue de monsieur, qui rejoint complètement, qui vient compléter votre point de vue. Je travaille personnellement avec l'association Métro Bidule qui présente des ateliers. Et mon axe de travail personnellement depuis plusieurs années est de sonder en quoi le patois, les langues du patois, quelles que soient nos régions, donc que ce soit la Provence, on parle de l'occitan ici, ou des patois en Bretagne ou en Normandie, en quoi nos patois en fait nous reliaient à une compréhension beaucoup plus intime de l'écosystème dans son fonctionnement fondamental et notamment dans le rapport à l'eau. J'ai commencé à travailler sur une recherche personnelle et je me suis arrêté sur un mot qui est effectivement fondamental, c'est l'étang de Berre, qui se trouve à quelques kilomètres d'ici. Et je me suis arrêté sur ce mot. Que pouvait vouloir dire le mot Berre qu'on retrouve, c'est également une rivière.
La Ber, c'est une rivière qui existe dans l'Aude ou dans le Tarn, je crois. Donc le mot Ber, j'ai trouvé un seul équivalent dans l'hébreu et dans l'arabe. El Bir, c'est le ventre, le puits, le ventre. Je me suis rendu compte à quel point il y a eu une rupture dans le processus de la langue pour qu'on puisse accepter une pollution qui s'est mise en place effectivement depuis les années, depuis 2 siècles. Il y a 2 siècles d'industrialisation forcée de l'étang de Berre. Cette industrialisation forcée de l'étang de Berre aurait été inconcevable pour un peuple qui parlait sa langue. Parce qu'on comprend très bien qu'en polluant le ventre, nous allons forcément polluer l'ensemble du corps. Voilà, donc des fois on se blâme nous-mêmes en tant qu'occidental, comment est-on arrivé à cette rupture telle entre notre fonctionnement de l'écosystème, parce qu'effectivement l'eau a plus que des besoins, quoi. C'est notre mère. Donc l'étang de Berre signifie réellement l'étang du ventre. C'est un écosystème unique en Europe, c'est l'écosystème de toutes les régénérescences de plusieurs espèces, et c'est l'étang ventre. Un autre mot qui existe et dont on retrouve sa trace en Méditerranée, mais également dans la langue française, parce que ce mot de Berre a effectivement donné en anglais the belly et the birth, la naissance. On retrouve ce mot dans le mot Dagobert. Voilà. Donc on va retrouver la Berthe, qui est la naissance, et le Dago, qui est tout simplement d'apostrophe Ago. Donc en fait, notre humanité est Dagobert. C'est pour ça que cette chanson se retrouve en fait dans nos contes. L'humanité d'Agobert, c'est que nous sommes nés de l'eau. Si on retrouve ça dans la plupart des mystiques du monde, la naissance dans l'eau, le baptême dans l'eau, c'est qu'effectivement nous sommes composés de 99% d'eau et d'un % d'eau transformée. Donc 100%. Voilà, donc c'est un nouvel axe d'approche qui va peut-être aider nos générations futures à reprendre contact avec notre terre-mère. Voilà, merci, bon travail à tous. Vive la poésie. Bonjour, moi je revenais sur les, entre guillemets, les bassins versants et ces petites fiches là des alertes, etc. C'est donné au niveau, j'imagine, départemental ou quoi que ce soit, ces alertes-là. Mais je voulais me poser une question parce qu'on, comme vous l'aviez dit, c'est des calculs qui sont aussi faits en fonction de l'enneigement, etc. On parle qu'on vient de la Durance et notamment du Rhône. On a vécu un mois de février cette année assez catastrophique où, au niveau national, carrément, on n'a pas eu d'eau nulle part. Et je voulais un peu réfléchir sur pourquoi, du coup, parce que, voilà, je prends mon exemple, moi je suis d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais pourquoi vous êtes du coup confronté à ces restrictions? On a aussi des restrictions de temps en temps, on en a eu l'an passé par exemple, mais on est tous sur le même Rhône, et pourquoi par exemple les agriculteurs de ma région n'ont pas de restrictions sur le pompage de ce Rhône pour l'utilisation des champs de maïs à tort et à travers, et pourquoi du coup, comment c'est réfléchi, pourquoi c'est au niveau départemental, est-ce que c'est une question qui peut s'ouvrir à niveau national, est-ce que c'est simplement de la gérance beaucoup plus pratique ou... Voilà. Alors nous, concernant l'agriculture, il n'y a pas de pompage dans le Rhône sur l'agriculture chez nous. Du coup, on n'a pas de restriction par rapport à l'eau du Rhône, on a une restriction par rapport à l'eau de la Durance. Le système Durance, c'est un système qui est lié à un barrage qui est du côté dans les Hautes-Alpes, pardon. Et c'est ce barrage qui va conditionner la quantité d'eau qu'on a sur le territoire par rapport à ce qui pleut, par rapport à ce qui neige, etc. Mais le Rhône, du coup, on n'est pas concerné. En revanche, le Rhône, lui, il fait l'objet d'une gestion à l'échelle du bassin versant du Rhône. Et il y a un comité bassin Rhône qui gère effectivement ça. Après, comment ça se passe en Rhône-Alpes, pourquoi on arrose... Alors, est-ce qu'on arrose à tort et à travers le maïs, etc. Voilà, je ne vais pas m'avancer là-dessus, je ne connais pas, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. Mais en tout cas, le Rhône, lui, fait l'objet d'une gestion interdépartementale via un comité de bassin. Voilà. Donc là, après, comment il le gère, etc., je ne sais pas. En tout cas, sur l'agriculture des Bouches-du-Rhône, le Rhône, finalement, il n'a pas de prise, finalement, parce qu'on ne pompe pas dans le Rhône pour irriguer. Alors ça a été des projets, hein. Il y a eu l'idée d'un pomper dans le Rhône. Le Vaucluse va le faire. Mais on s'aperçoit, enfin le Rhône, quand on est à Arles et qu'on va voir sur le pont de Trinquetaille, on voit un Rhône qui est large, qui est grand, qui est profond, etc. Et on se dit, toute cette eau qui part à la mer, on pourrait en faire quelque chose. Mais en fait, ce qu'il faut regarder aussi, c'est regarder dans le temps, regarder dans le rétro. Et on s'aperçoit que les chroniques d'eau du Rhône, chaque année, elles baissent, chaque année, elles baissent, chaque année, elles baissent. Les glaciers suisses, ils baissent aussi, hein, ils fondent. Et le Rhône, en fait, il est aussi alimenté beaucoup par ça, comme la Durance est alimentée par les neiges. Le Rhône, c'est pareil. Et en fait, le Rhône, il a aussi un rôle sur la mer. Hein. C'est de l'eau douce qui vient tamponner la mer. Et je le parlais tout à l'heure du biseau salé. Le Rhône, si on le démunit au fur et à mesure, il a aussi moins de force quand il arrive en bas à l'estuaire. Et du coup, il a aussi moins de capacité à faire le tampon sur la mer et à éviter que le sel ne remonte.
Donc on a l'impression qu'il y en a beaucoup et en même temps, cette force, elle nous sert à garder des terres qui soient irrigables, praticables et agricolables, si on peut dire. Trop de questions là. 19h, on a terminé. Doing. Alors on va finir avec 2 questions parce qu'ensuite il va falloir qu'on libère la place. Donc merci. Moi, ce n'était pas une question, c'était juste une information. L'année dernière, fin juillet, nous avions 6,3 grammes de sel par litre d'eau dans le Rhône au seuil de terrain. Ce qui veut dire que si nous n'avons pas les arrosages de foin de croc qui percolent la nappe et qui envoient l'eau douce dans le sens de la mer, nous allons avoir des rentrées d'eau maritimes dans la nappe phréatique et là, nous allons être extrêmement embêtés. Voilà, ça c'est le gros problème. Il faut que le Rhône continue à avoir du débit. Et là, c'est le problème, c'est qu'il va perdre 40% de son débit avec la fonte de son glacier. Donc très très important l'année dernière, 6,3 grammes par litre d'eau à l'entrée d'Arles. C'est énorme, c'est énorme. Voilà, donc ce sont mes renseignements officiels. Moi, je voudrais également faire le lien avec les questions qui ont été abordées les fois précédentes, des zéro déchet, de l'alimentation, etc. Donc l'eau est également utilisée à un usage industriel, donc je vous invite également à réfléchir sur vos modes de consommation. Par exemple, pensez le savon, les gels douche, etc. C'est du savon avec de l'eau, vous payez l'eau. Donc vous pouvez utiliser du savon solide, c'est moins d'eau. Les vêtements que vous achetez, etc., c'est énormément d'eau. L'eau dans les process des usines, enfin, compte énormément. Il faut laver les bus, laver les machines, laver les produits, même si toutes les usines font des efforts, sont soumises à des restrictions, bien entendu, et à des améliorations de leur process, moins on fait appel à elles, et mieux c'est. Donc, réutiliser, manger en vrac, utiliser des produits qui demandent moins d'eau, etc. Et après, j'avais une question. Il y a des restrictions sur les piscines. Comment on peut travailler aussi sur un accès à l'eau commun avec des piscines municipales ouvertes longuement et pas que chacun ait sa piscine individuelle où on pompe l'eau, enfin chacun, les privilégiés et leur piscine, et les autres, ils ont chaud, et ils n'ont pas d'eau, ils font des kilomètres, sinon ils n'en font pas. Les golfs, ils sont comme les autres, ils sont restreints aussi. Hein. On a l'impression que les golfs, ils ont une impunité. Mais en réalité, ils sont également très, très contraints. Par exemple, quand on est au début en vigilance, ils n'ont pas de contraintes particulières. Dès qu'on commence à rentrer dans des situations un peu plus graves, ils ont le droit d'arroser plus que les départs et les greens. Et les départs et les greens, ça constitue peut-être 3% de la surface d'un golf. Donc, et après, ils ont des restrictions sur le pourcentage d'eau qu'ils mettent. Il faut qu'ils diminuent de 30% leur arrosage. Donc si le green demandait 100, il ne faut plus mettre que 70, etc. Donc voilà, je ne vais pas défendre les golfs, c'est pas l'objet, mais je ne vais pas enfoncer non plus les golfs puisque j'enfoncerai les agriculteurs ou les industriels. Tout le monde fait des efforts, il n'y en a certainement pas assez, évidemment, d'efforts, mais eux aussi sont restreints, ils n'ont pas un passe-droit, contrairement à d'autres qui ne pourraient pas arroser, ou les communes, bien sûr qu'ils sont contrôlés, et tout le monde est contrôlé, hein. Les collectivités se font épingler aussi quand elles arrosent leurs arbres en pleine journée. Hein. On a le droit de demander des dérogations quand on vient de faire des plantations pour que les plantations elles aient des chances de survie. Mais pareil, vous ne pouvez pas le faire n'importe comment. C'est après 8h du soir jusqu'à 6h du matin. Enfin, voilà, tout ça, c'est quand même restreint. Après, on ne va pas se mentir non plus. Hein. Les services de l'État, ils sont dépouillés au fur et à mesure. Hein. La chasse aux fonctionnaires, elle est réelle. Et les gars qui contrôlent, c'est des services de l'État. Et il y en a de moins en moins. Donc après, il y a de moins en moins de contrôle aussi. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut. C'est comme l'eau, c'est une question de choix. On m'a dit qu'on avait encore un quart d'heure, alors on a plus de questions à prendre si vous voulez. Ah pardon, les piscines, j'ai oublié, excusez-moi. Les piscines, non, j'ai pas... Ah oui, alors bien sûr, les communes travaillent. Après, on sait que les piscines, c'est des gouffres financiers pour les communes. Il n'y a que très peu de communes qui consentent à faire ça, et généralement, elles le font comme un sacrifice. Moi, dans les Alpes, j'en ai vu fermer des piscines municipales, j'en ai vu fermer 3 ou 4. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, les gens, ils font leurs piscines, etc. Les piscines sont concernées également par l'arrêté. On n'a pas le droit de remplir si jamais on est en alerte. On n'a pas le droit de faire que les remises à niveau du fait de l'évaporation, évidemment. Donc les piscines sont également concernées. Maintenant, il y a le travail de dire il faudrait payer plus d'impôts pour avoir une piscine municipale. C'est le deal. C'est le deal. Et il y a très peu de communes qui se lancent. Là, moi, j'en connais une aujourd'hui qui se lance dans la création d'une piscine municipale. Mais il y en a très peu. Beaucoup veulent les faire intercommunales. Et c'est compliqué. C'est vraiment un gouffre financier, les piscines. C'est un service culturel et sportif que la commune décide de rendre aux citoyens.
Non, mais ça n'empêche pas de travailler avec l'énergie renouvelable, etc. Néanmoins, en termes de fonctionnement et même avec de l'énergie renouvelable, ça reste un gouffre financier. C'est très très cher. Tout compris, les produits, l'entretien, la maçonnerie, le renouvellement, etc. Enfin, c'est réellement une structure qui coûte très cher, une piscine. Ah oui, oui, non, mais ça, on est d'accord que c'est pas égalitaire. Je comprends. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens, la population, ne se dressent pas les uns contre les autres, que monsieur, madame, tout le monde n'accuse pas les agriculteurs de évidemment dans les situations de crise, etc. Et c'est-à-dire comment est-ce qu'on organise démocratiquement le partage de l'eau de manière à ce que ça soit accepté et agréé de façon collective, plutôt que de se taper sur la figure et d'accuser l'autre de m'empêcher d'utiliser ce que j'aimerais bien utiliser. Peut-être comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Alors pour aller dans le sens de la remarque de Catherine, un exemple local qui concerne un usage particulier. Vous parliez des piscines, je vous donner l'exemple des jardins. Il se trouve que j'habite au Sans-But, qu'on avait une petite turbine qui nous approvisionne en eau par une station de pompage pour l'irrigation qui est pas très loin. Et puis que ça a très bien marché pendant 20 ans et qu'aujourd'hui, la municipalité a décidé, on arrête, on n'envoie plus l'eau dans les jardins. Alors j'ai envoyé un petit mot à la mairie en disant écoutez, c'est perdant-perdant. On est obligé d'arroser avec de l'eau potable, donc ça nous coûte cher. 2, vous traitez de l'eau pour la rendre potable, ça vous coûte cher. Donc c'est perdant-perdant. Bon, et voilà, on nous a dit non, c'est comme ça parce que l'argument avancé, c'est qu'il y a une menace sur la sécurité pour le hameau. Une menace pour la sécurité sur le hameau. Alors évidemment, sécurité, inondation, évidemment. Alors, vous pensez bien qu'un petit turbine qui envoie de l'eau entre le mois de mai et le mois de septembre, ça menace le village. C'est une évidence. Bon, aller faire comprendre à des élus que c'est complètement absurde de répondre à une chose comme ça, c'est générateur de conflits. Ça, c'est évident. Et alors que la quantité consommée par les 10 jardins par l'eau d'irrigation, ça doit être à peu près 1 pour 1000, voire 1 pour 10 000 de ce qui est utilisé dans les rivières autour. Bon, quand on voit ça, je veux dire, on ne peut pas être autre chose que irrité. C'est juste pas possible. À défaut d'être irrigué. Du coup, j'ai une petite partie de réponse à ce que vous dites, mais plus une partie de réponse sur ce qu'on a mis en place, parce que en fait, les élus, ils ne sont pas plus forts ou plus intelligents que nous. Le matin, l'élu, il est boulanger, le soir, il est élu à l'urbanisme, et il n'a pas forcément de connaissance des problèmes, il doit prendre des décisions, et donc il faut les aider. Nous, en tout cas, dans les travaux qu'on mène, on va dévoiler ça, là, le petit truc là. On a fait un truc. Tout ça, c'est pour vous montrer quoi. C'est qu'en fait, nous, on rentre par la connaissance. Voilà. L'idée, c'est de donner à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est de l'élu jusqu'au citoyen, en passant par l'association, l'industriel, l'agriculteur. Quels sont les problèmes qu'on a sur l'eau, comment l'eau elle est gérée, d'où elle arrive, etc. Cette connaissance, en tant que technicien, on travaille dessus, donc on en a une partie, on la remet tous les jours en cause, on apprend des nouvelles choses, on s'aperçoit qu'une certitude qu'on avait hier, aujourd'hui c'est remis en cause et on fait autre chose. En tout cas, ce qu'on se dit, c'est qu'à minima, il faut la partager. Et vous voyez, on développe des petits outils comme cela, parce que dans les Alpilles, on s'est aperçu qu'on avait 4 grands ensembles d'eau souterraine. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a le Rhône, il y a la Durance, il y a la nappe de Crau, et puis on a une eau qui est sous les Alpilles. Mais cette eau, on tape dedans. Et en revanche, quand on a un petit peu cherché combien il y en avait, où elle était, etc., on s'est aperçu qu'en fait, on ne savait pas. On a beau chercher, pas d'études particulières, etc. Donc en fait, on a lancé un travail pour la connaissance justement de cette eau souterraine, de savoir comment ça se passe sous nos pieds, puisque c'est l'essentiel de l'eau qu'on pompe finalement. On a des canaux d'irrigation qui la drainent sur le territoire et qui l'emmènent dans les champs. Donc ça vient de l'extérieur. Mais notre eau dessous, là, on ne la connaît pas. Et en fait, on va se servir de ça, véhicule de connaissances, entre guillemets, pour mettre un petit peu tout le monde au même niveau et puis être capable ensuite, à travers une gouvernance appropriée, on travaille sur la gestion citoyenne de l'eau, la concertation citoyenne, avoir une gouvernance appropriée pour justement faire remonter les questions que vous vous posez, qui sont des questions, qui sont des questions qui sont légitimes, mais dont on n'a pas forcément connaissance, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on a été content pendant des années de remettre les clés du véhicule eau à nos élus, à nos intercommunalités, etc., et puis de ne pas avoir à le gérer.
Sauf qu'à un moment donné, on a quand même des questions et qu'on aimerait bien avoir des réponses. Alors du coup, on passe par la connaissance pour entamer le dialogue et permettre ensuite des discussions avec les élus qui vont prendre des décisions. Alors moi, j'aimerais ajouter justement sur cette question d'entente et de communication sur ce sujet de l'eau, que c'est justement le rôle du CPIE de créer des espaces de dialogue, de réunir plusieurs acteurs et usagers de l'eau différents pour discuter justement des usages qu'on a. Et en fait, c'est en mettant en place ces instances où on va pouvoir rencontrer les agriculteurs, les habitants, les élus, de les mettre ensemble autour de la table qu'on va pouvoir discuter de ces sujets et essayer de comprendre un peu les enjeux pour chacun et du coup d'essayer de trouver des solutions pour être ensemble. C'est le but du CPIE, vraiment, c'est de faciliter une action commune pour que tous ensemble, on s'adapte à la situation sans que ça porte préjudice à une activité ou à une autre. C'est essayer de trouver vraiment cette entente et d'être tout le temps dans le dialogue. Et du coup, je vais passer le micro à ma collègue qui va vous parler d'un des projets justement de participation. Bonjour à tous, j'ai pris les notes tout à l'heure, donc ça va, j'ai tout suivi. Juste pour dire que par exemple, ce que vous faites en ce moment même, c'est une conférence qui est proposée par Déclic, donc Océane vous l'a dit. Il y en avait une qui avait lieu sur la Durance en mars. Aujourd'hui, vous faites celle avec le Parc des Alpilles et on espère qu'à la rentrée, il y en aura une sur le littoral. Donc, vous voyez, c'est une des démarches du CPIE qui est de partager cette connaissance et de faire rencontrer citoyens et acteurs sur ces questions-là. Et parallèlement à ça, et grâce à cette démarche, il y a d'autres projets qui sortent. Donc Océane vous a parlé de la désimperméabilisation des cours d'école. Mais il y en a un autre qui est sorti où le CPIE travaille avec la CCM et la Chambre d'agriculture et l'ASA de la Haute-Crau, justement pour faire des groupements qui mélangent citoyens, agriculteurs, élus et gestionnaires de canaux pour prendre ensemble la mesure de tout ce qui se joue sur l'eau sur le territoire de la Haute-Crau et penser des actions pour demain sur comment économiser la ressource, comment en parler entre habitants et voilà, s'approprier tous ces enjeux de territoire. Donc le CPIE, comme l'a très bien dit Océane, c'est son rôle en fait. Il est là pour créer des espaces de concertation. Donc voilà, mais voilà, on est complémentaires à plein d'autres structures. Super. Moi, je voulais aller un peu plus loin au niveau de cette problématique-là. Est-ce qu'on va arriver à la bataille de l'eau? Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Qu'est-ce qui se passe en Espagne? Est-ce que ça ne va pas être quelque chose d'une actualité croissante sur lequel les politiques auront une responsabilité hyper importante? Comment on peut faire pression pour que les choses se passent bien ou pas? Parce qu'il faut se rendre... On sait très bien qu'avec les problèmes climatiques, l'Afrique, l'Espagne et compagnie, ça ne va pas s'arranger. Donc il y aura des immigrations climatiques, il y aura tout ce genre de choses. Et on risque de se battre, sortir les armes pour les histoires d'eau. Ça, il faut aussi penser à cette dimension politique au sens large du terme, bien sûr. Je pense que c'est important, je veux dire, avec notre dimension d'ici, de parler de cette dimension-là, parce que les choses sont intrinsèquement liées. Ah non, ça va. Moi, j'ai pas de réponse à apporter à ça. Hein. C'est un constat plus qu'une... Tout à fait. Ouais. Du coup, merci. Il y a une dernière question. En fait, dans la manière dont vous présentez le sujet, il y a quelque chose qui me met un peu mal à l'aise. C'est que j'ai l'impression que vous faites la distinction entre la connaissance scientifique et les enjeux politiques. Mais en fait, les deux sont profondément entremêlés, je pense. Et par exemple, par rapport à la petite fiche que vous avez distribuée, par rapport aux limitations progressives, par exemple ce que dit Madame, on veut faire en sorte que voilà, les différents acteurs, chacun puisse avoir son usage de l'eau pour faire finalement tourner le business as usual, etc. Enfin, ça, en fait, c'est déjà prendre une position politique. Et j'ai l'impression que vous le mettez pas en avant. J'ai l'impression que vous le présentez un peu comme quelque chose de neutre, alors que ça n'est pas du tout, en fait. Et en fait, la connaissance, elle est liée effectivement, enfin en tout cas, elle permet la décision politique, c'est comme ça en tout cas qu'on fonctionne. Après, si vous le ressentez comme ça, pourquoi pas, hein, c'est question de perception, hein, et perception, on n'a pas tous les mêmes, hein, bien entendu. Nous, aujourd'hui, on n'a pas cette sensation-là. Maintenant, voilà, dire qu'on déconnecte l'enjeu politique de la connaissance, non, moi, l'enjeu connaissance, il sert aujourd'hui à équiper les politiques pour prendre des décisions en anticipation notamment. Voilà, nous c'est comme ça qu'on le voit. Après, peut-être que c'est pas comme ça que vous l'avez ressenti, mais
c'est comme ça qu'on travaille. Bon, en même temps, le chemin est long et quand on voit à quel point les avis, les alertes du GIEC n'ont pas été entendus suffisamment pour pouvoir prévoir, anticiper un certain nombre de choses. Mais bon, et là, les scientifiques, ils amènent de la connaissance, de l'information, et après, il faut qu'il y ait de la décision politique à tous les échelons qui soient mises en œuvre. Mais on a l'impression que la parole des scientifiques n'est pas assez crue dans l'urgence qu'elle exprime, et que il y a apparemment d'autres sujets qui paraissent plus prioritaires et plus importants que ça. Merci à tous. Merci à tous pour votre participation et pour bien. vos questions. Moi, je vous propose de pouvoir continuer à bâton rompu, de continuer d'échanger. Je vous invite à venir voir les stands qui ont été proposés. Il y a une fresque de projection sur qu'est-ce que pourrait être le Rhône en 2100. On propose à chacun de dessiner ou écrire sur cette fresque son ressenti. On a un petit bar à eau pour déguster de l'eau. Et puis un quiz, questions, réponses pour tester vos connaissances.